Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Poursuite des travaux en séance plénière ce matin à l'hémicycle. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de l'interpellation du gouvernement relative aux dispositions prises en matière d'appui à la production telles que les semences, engrais, pesticides et équipements agricoles. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Alidou Bourema. Le ministre de l'Agriculture se présente à l'hémicycle pour donner des éléments de réponse suite aux inquiétudes soulevées par deux élus nationaux. Il s'agit pour lui d'éclairer la représentation nationale sur les dispositions prises en matière d'appui à la production, semences, engrais, pesticides et équipements agricoles pour la campagne agricole 2022. La campagne agricole d'hivernage 2021 n'a pas répondu aux attentes des producteurs. Elle a été marquée par un démarrage tardif de la saison des pluies, une mauvaise répartition de celle-ci dans l'espace et dans le temps et de longues séquences sèches sur l'ensemble du territoire. Dans certaines zones, l'insécurité civile a entravé l'accès des agriculteurs à leurs champs durant toute la campagne agricole. En termes de résultats de la campagne 2021, la production globale des principales céréales est estimée à 3 497 696 tonnes, contre 5 576 311 tonnes en 2020, soit une baisse de 37%. En répondant aux questions, le ministre de l'Agriculture souligne les multiples efforts consentis. Tout d'abord, au contenu de la réforme du secteur des engrais. Qu'est-ce que ça a permis de mettre en place jusqu'à aujourd'hui? On a mis en place des organes de cette réforme, des structures de contrôle, un fonds commun des engrais. On a mis en place une association des privés importateurs et distributeurs d'engrais. Donc, tout cela a été porté à leur connaissance pour leur dire que le secteur privé est en train d'approvisionner le pays en engrais. La réforme a changé un certain nombre de choses. Premièrement, l'importation et la distribution. Pourquoi? Parce qu'à l'importation, il y avait des surfacturations quand c'était la structure publique. Et à la distribution, au moment où c'était une subvention généralisée, une partie de cette subvention est captée par les opérateurs privés qui achètent au niveau de la structure publique à des prix subventionnés et revendent à des prix élevés aux producteurs. C'est pour éliminer ça que l'État a adopté la réforme. Et ça, c'est réussi. Deuxièmement, on tente de mettre en place une structure de contrôle. Bien sûr, ce n'est pas encore bien rodé. Beaucoup reste à faire. L'État a mis en place une subvention ciblée sur des producteurs bien identifiés. Seulement jusqu'à présent, l'État continue à subventionner les ménages vulnérables. Mais si on veut développer l'agriculture, augmenter les productions, il faut étendre cette subvention. Compte tenu du démarrage imminent des cultures pluviales pour cette saison agricole qui s'annonce, un regard sérieux mérite d'être accordé à la production agricole. Le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme a rendu public ce matin une déclaration. Cette déclaration est relative à la situation sécuritaire et politique qui prévaut au Niger. Le résumé avec Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. C'est soucieux de la situation sécuritaire et politique qui prévaut au Niger que le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme rend cette déclaration. Au plan sécuritaire, depuis un certain temps, la situation sécuritaire devient inquiétante dans une partie de la région de Tillabéri, obligeant les populations d'une vingtaine de villages situés au niveau de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso à quitter leur lieu d'habitation. Face à cette situation imprévisible et en cette veille d'installation de la saison des pluies, le président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, son Excellence Mohamed Bazoum, s'est rendu le vendredi 3 juin 2022 dans les communes de Makolondi et de Torodi. Un déplacement plein de symboles de la part des pères de la nation
qui a rassuré les populations que l'État entend créer toutes les conditions pour un retour des populations dans leurs villages respectifs. C'est pourquoi les bains du cadre félicitent le président de la République pour ses multiples initiatives tendant à créer le retour en paix dans notre pays. Il l'encourage à accélérer le retour volontaire des populations tout en assurant la sécurisation de leurs villages. Le cadre, fidèle à ses habitudes, présente ses vifs encouragements et soutien indéfectible à nos FDS pour leur courage et leur bravoure dans la défense de notre territoire. Au plan politique, le vendredi 2 avril 2021, le président nouvellement élu, son Excellence Mohamed Bazoum, a prêté serment devant le peuple nigérien qu'il a souverainement porté à la magistrature suprême et à l'issue des élections libres, transparentes et objectivement incontestables. Cet événement hautement historique consacre ainsi la première alternance démocratique au Niger. Une légitime attente du peuple nigérien et un engagement pris. Le cadre lance un appel aux populations du Niger à faire front pour combattre les ennemis de la République et apporter son soutien indéfectible aux autorités de notre pays dans la lutte contre l'insécurité et la vie chère. Le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme a enfin lancé un appel au peuple nigérien pour répondre favorablement à l'appel du président de la République, celui de travailler ensemble pour l'intérêt de la nation. Le comité en charge du retour des mendiants nigériens vivant à l'étranger a accueilli cet après-midi à l'aéroport Diori Hamani la première vague des mendiants venant d'Accra au Ghana. Au nombre de 558, ces mendiants sont pour la plupart originaires de Kanché et Korgom. N'est-ce pas, Adam Soumana et Sadoudouni? Cet avion de Max Air, habitué du convoyage des pèlerins nigériens en Terre Sainte, n'a pas foulé le tarmac de l'aéroport international Diori Hamani dans ce sens, mais tenez bien, il transporte à son bord plus de 500 compatriotes ayant choisi de s'adonner à la mendicité hors des frontières nationales. Ayant eu vent de la présence de ces Nigériens en terre ghanéenne, les autorités au plus haut niveau ont décidé de leur rapatriement au Bercail, d'où la présente cérémonie. Aujourd'hui, nous sommes effectivement là pour accueillir nos compatriotes mendiants au nombre de 558, dont 327 jeunes enfants et 202 à peu près 202 adultes. Ils viennent donc du Ghana, c'est le premier vol qui vient d'arriver. Le deuxième vol va arriver, Inch'Allah, dans les heures qui suivent. Donc le comité est en train d'assurer leur accueil et il va pouvoir faire leur identification en matière de biométrie afin de pouvoir les mettre immédiatement dans les bus qui vont ramener tout un chacun dans le chef-lieu de son département, Inch'Allah. Et nous osons espérer que dès demain matin, certains vont même arriver. C'est essentiellement des gens qui sont venus de Kanché et de Korgom. Cette pratique de la mendicité dans la sous-région, voire au-delà, est un véritable fléau qu'entend éradiquer vaille que vaille le gouvernement nigérien. La mendicité, elle est interdite. Elle est interdite par notre code pénal, à son article 181. Il a dit que tout celui qui utilise des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans pour faire de la mendicité sera puni. Malheureusement, vous voyez ici, il y a des trafics, il y a des gens qui prennent des enfants en location pour aller avec eux faire de la mendicité et payer les parents. Cela va cesser parce que le gouvernement est en train de prendre les dispositions nécessaires. Déjà dans la première vague, il y a une soixantaine de personnes, sinon plus, qui sont actuellement en prison. Et certainement dans ce lot également, tous ceux qui sont mineurs seront, en tout cas selon la loi va les frapper, Inch'Allah. Le président de la République a pris l'engagement de pouvoir, partout où il a la signalisation qu'il y a des Nigériens qui sont en train de faire la mendicité, de les ramener à la maison pour qu'on puisse travailler notre terre. Nous avons 1 260 000 km². Nous avons le pays qui a le plus d'eau en souterrain et nous avons beaucoup de zones où les gens peuvent produire. Malheureusement, les gens attendent la saison de pluie pour faire 3 mois de saison de pluie et rester manger pendant 12 mois. Les témoignages de certains rapatriés dénotent leur regret dans ce qu'eux-mêmes qualifient de mésaventures. À noter qu'une seconde vague de ces mendiants d'Accra est attendue dans les heures à venir.
Dans la commune rurale de Djundju coule depuis 1967 les eaux d'un forage construit dans le cadre du projet de mise en valeur du Dalol Maori. Ces eaux ont créé une mare artificielle de plusieurs hectares, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Suivons ce reportage du studio Kalankou. Cette eau coule depuis plus de 55 ans. Elle provient de ce forage créé dans les années 60 à Djundju dans le cadre du projet de mise en valeur du Dalol Maori. El Hadj Malam Moussa Hambali explique les activités menées autour de ce forage ainsi que l'érosion de l'endroit. Ana aiki da shi ana noman rani, ana noman albasa da tomate, abubuwan noman rani dai da yawa duk ana yi da shi. Kuma an ji daɗin su ana yi kuma har yanzu an ƙara wani da can haka kuma an ka ke wani wuri can da an ka da ga da dabbobi ga sha ga inda mutane ke aiki. Matsalar sun kawo da farin dauri kamar sun yi yawa sun ka dora buge hanyar sun ka buɗa ta da sun ka buɗa ta da sun ka kakkashe gire sai ana nan mazangari da sarki an ka kama kuma har yau an ka kawo duci an ka sa an ka komi an ka gyara don dai wurin shi samu karhi saboda ruwan yahi karin wuri yana bubbuge itace. L'eau du forage s'est stagnée et a créé une mare artificielle de plus de 5 hectares, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. L'impact que cette mare a aussi, c'est que il y a des espèces d'animaux comme les oiseaux aquatiques qui viennent ici à cette période. Il y a des plantes qui ne supportent pas la salinité. C'est ce qui fait que ces plantes sont en train de disparaître. Même les manguiers qui étaient là jadis, donc ils ont disparu. Le renne qui est là, il est en train de partir. Par ailleurs, le typha australien appelé Chala en langue Hausa est une plante envahissante des cours d'eau qui nuit au développement de certains poissons alors que d'autres sont à l'abri. Ça fait avoir un impact sur les poissons du moment où ça dépend de l'espèce de poisson. Pour d'autres, ça permet d'avoir un refuge, quoi. Mais pour d'autres, quand même, ils ont besoin d'un espace aéré. Donc, où la lumière peut bien pénétrer. Malgré la conséquence environnementale qui s'observe, les populations de Djundju tirent profit de ce forage dans le cadre de l'économie de leur département. Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique juridique. Cette semaine, nous nous sommes intéressés au thème portant sur le droit à l'image. Ce thème sera développé par Maître Amani Mustafa Nibi, avocat à la Cour. Très bonne réception. Qu'est-ce qu'on entend par le droit à l'image? On va juste vous dire que c'est un droit qui désigne l'ensemble de la protection que la loi donne à une personne pour protéger son image qui a été utilisée sans son consentement. Le droit à l'image bénéficie d'une très large protection qui va bien au-delà de la sphère de la vie privée. En effet, une personne peut s'opposer à l'utilisation de son image prise dans n'importe quel endroit, que ce soit dans un endroit public ou dans un endroit privé. Il n'est pas nécessaire que le visage, c'est extrêmement important, que le visage de la personne soit reconnaissable. Il suffit juste que la personne soit identifiée et identifiable. Le droit à l'image, c'est vraiment une protection de la vie privée de la personne et même au-delà. Souvent, ça rentre même dans la protection de la vie de la personne qui est apparue en public. Et la protection de la vie privée liée au droit à l'image se fonde principalement sur l'autorisation de la personne concernée. L'utilisation de l'image d'une personne nécessite une autorisation expresse et spéciale. Express et spéciale, sans cette autorisation, il est en principe interdit d'utiliser l'image d'une personne. Ici au Niger, malheureusement, on n'a pas
le législateur n'a pas tellement légiféré sur la protection stricte du droit à l'image, mais les juridictions se fondent sur la protection, sur l'article 1382, l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 11 de notre Constitution pour protéger le droit à l'image de la personne. Parce que nous ne cesserons de le dire que le consentement de la personne doit être express, spécial et non équivoque. Sans ce consentement, eh bien, la personne peut porter plainte contre l'auteur de la diffusion de son image. Les victimes disposent de deux voies. Ça dépend du contexte, en fait, dans lequel l'image a été utilisée. Si c'est dans le cadre commercial que l'image de la personne a été utilisée par une société, par une entreprise bien déterminée, eh bien, l'auteur, la victime de ce fait peut saisir le tribunal de grande instance du lieu de son ressort pour demander au juge de bien vouloir constater, je dis bien constater, que son image est en train d'être utilisée par une personne et qu'elle n'a pas donné son autorisation expresse et spéciale. Express et spécial pour deux raisons. Parce que quand l'autre va venir pour dire « Ah, la personne m'avait autorisé à prendre sa photographie, à prendre son image », mais ce n'est pas parce que la personne a consenti à être filmée ou à être prise en photo que vous avez l'autorisation d'utiliser cette photo-là ou cette image-là ou cette vidéo-là pour d'autres fins. Et même dans le cas où la personne donne son consentement, il est extrêmement important de préciser avec soin l'objet de l'autorisation ainsi que l'étendue de son utilisation. Et il faut même aller au-delà pour dire les supports qui vont être utilisés pour exploiter l'image, la durée de l'exploitation de l'image, parce que c'est extrêmement important pour que demain, éventuellement, si la personne arrive à porter l'affaire devant la juridiction, vous allez au moins son autorisation et que c'est une autorisation spéciale qui parle de l'objet, qui parle de l'étendue, qui parle même des supports qui seront éventuellement utilisés. Et au besoin, parce que là c'est le juge du fond, la procédure peut prendre beaucoup de temps. En attendant, la personne peut saisir aussi le juge des référés pour demander à ce qu'on ordonne à la personne le retrait pur et simple de ces images. Parce qu'une telle situation va créer un trouble à l'ordre public. Il y a une urgence qui est là. Le juge des référés peut connaître de cette situation pour éventuellement amener le contrevenant à rétablir l'ordre. La deuxième situation, ou la deuxième voie de recours, c'est que l'utilisation d'une image de la personne peut souvent s'analyser en une diffamation. Ça dépend du contexte en fait, parce que la personne peut utiliser l'image de la personne dans la presse écrite par exemple. Là, ça laisse dire qu'il y a une diffamation en fonction des commentaires ou en fonction du but poursuivi. La personne peut saisir le juge pénal pour demander éventuellement de constater d'abord la violation de la loi pénale et après demander la réparation du préjudice que cette publication lui cause. Et là, dans tous les cas, ces voies de recours ont pour but de mettre la personne victime dans ses droits. Il lui suffira de démontrer la faute commise par la personne qui a utilisé son image, le lien de causalité entre cette faute et la personne et le préjudice qu'il subit du fait de cette utilisation.
Donc, vous voyez un peu comment la personne peut utiliser ces voies de recours. Et c'est des voies qui sont là, ça peut faire l'objet d'appel, ça peut aller jusqu'en cassation, où les juges vont déterminer. Et ici, ce qui est important de souligner, c'est que d'après une jurisprudence constante de nos cours et tribunaux, on dit l'exploitation de l'image d'une personne dans une publicité implique son consentement de manière certaine, effective et non équivoque, spécialement donné pour l'utilisation publicitaire. Ça, c'est une jurisprudence constante de nos juridictions. Ici au Niger, bien évidemment. Donc, toutes les fois où une personne se voit dans cette situation où son image a été utilisée sans son consentement ou à tout le moins sans pour autant que la personne consente expressément que l'utilisation sera faite dans une publicité, eh bien la personne peut saisir les juridictions qui au besoin vont le mettre dans ses droits. Et toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à son utilisation sans son consentement. Donc vous voyez bien que pour qu'on puisse utiliser l'image de quelqu'un, il faudra qu'il y ait un consentement et ce consentement doit être express, sans équivoque et que la personne doit même expliquer le délai dans lequel l'utilisation sera faite, les supports qui seront éventuellement utilisés. À défaut, je dis bien, la personne peut saisir les juridictions pour être dans son droit. Les sanctions prévues, c'est que le juge peut ordonner le retrait des images. Le juge peut condamner la personne qui a utilisé l'image sans l'autorisation de la personne à des dommages et intérêts pour mettre la personne dans ses droits. Parce que ce qu'il faudra comprendre, c'est que la personne qui est victime de ces faits va juste démontrer l'image, va juste démontrer le préjudice subi et le juge va tirer les conséquences qui est le fait de réparer ce préjudice-là. Et pour que le trouble cesse, il faudra naturellement retirer ces images qui ont conduit à troubler l'ordre public et à créer un préjudice en la personne qui n'a pas donné l'autorisation pour que son image soit utilisée. Le principe du droit à l'image souffre cependant de quelques exceptions, telles que la présomption du consentement pour les personnalités publiques ou encore le droit à l'information du public. Parce que les personnes publiques, leur droit est un peu plus freiné, limité que pour les personnes ordinaires. Une personnalité publique, dans le cadre de l'exercice de cette mission de service public, peut être prise en image. Et c'est une présomption de consentement, on dit. Tant que tu es une personnalité publique, tu es dans un cadre public, eh bien, tu as consenti de manière implicite à ce qu'on prenne ton image. Mais là, il faudra faire la différence entre l'utilisation de la vie privée de cette personnalité publique et sa vie publique. Parce que vous ne pouvez pas prendre dans des images de la sphère de la vie privée de la personne pour venir dire non, il y a une présomption de consentement. Ça ne tient pas. C'est dans l'exercice de sa mission de service public. Et même là, la limite y est. Parce que ça ne doit pas avoir un caractère commercial. Vous ne pouvez pas utiliser l'image d'une personnalité publique dans un cadre commercial pour venir dire, parce qu'il y a une présomption de consentement, vous pouvez l'utiliser. Vous ne pouvez pas le faire. Mais vous pouvez l'utiliser pour donner l'information au public. Parce que le droit à l'information, c'est un droit extrêmement important que la loi protège. Donc, dans ce cadre, vous pouvez le faire. Et même dans le cadre de l'information du public, vous devez préserver la dignité de la personne. Parce qu'une photo ou, comment on appelle ça, une image qui ne respecte pas la dignité de la personne, vous ne devez pas publier cette image, même si je dis bien, vous êtes dans le cadre de l'information du public. Et l'autre élément, c'est
l'information du public. Donc il faut concilier aussi l'information du public avec la sphère de la vie privée. Donc c'est les limites qui sont fixées pour le droit à l'image. Pour ce qui est des personnalités publiques, on dit l'image d'une personnalité publique saisie dans le cadre de son activité professionnelle ou publique est moins bien protégée. Moins bien protégée. Toutefois, lorsque cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle de l'autorisation de la publicité. Si c'est une personnalité publique, dans le cadre de sa sphère de la vie privée, il faudra que la personne donne son autorisation expresse non équivoque dans le cadre de la publicité. C'est ainsi que, je prends un exemple, si par exemple vous partez à la primature au sortir d'un conseil de ministres, vous pouvez filmer le Premier ministre. Vous pouvez le faire. C'est une personnalité publique dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public. Et le but, c'est l'information du public. Mais vous ne pouvez pas le filmer ou prendre son image pour utiliser ça à des fins publicitaires. Voilà un peu de manière résumée les exceptions qui viennent limiter la protection du droit à l'image.